Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation consacrée au décryptage des notions liées au financement structuré, précisément en Afrique. Je suis Patrice Dibonan-Koné, fondateur de M3 Finance Institute, qui est une plateforme de formation en analyse financière et analyse des crédits qui existe depuis bientôt un an. Donc, parallèlement à M3 Finance Institute, on a également des panels qu'on organise chaque mois autour d'une thématique qui préoccupe la plupart de nos auditeurs. Pour ce mois, nous avons choisi les financements structurés. Alors, sur ce panel, nous avons invité Carl Emmanuel qui partagera le panel avec Jean Fabrice, tous des experts du domaine. Sans plus tarder, je vais leur passer le micro. Mes chers participants, je vous prie de bien prendre note de tout ce qui sera dit ici parce que Carl a une expérience profonde en ce qui concerne les financements structurés et c'est également le cas pour Jean-Fabrice. Voilà, donc ils ont accepté de nous partager leur expérience à travers cette lucarne. Je vais passer le micro à Carl Emmanuel. Carl Emmanuel, si tu m'entends, tu peux te présenter rapidement. C'est vrai qu'on a parlé de toi, mais comme tu es là, ce serait peut-être intéressant que tu puisses voilà, nous dire en quelques mots ton parcours. Merci. Je suis Carl Emmanuel Poison, VP Investment Banking EcoBank. Donc, en charge Voilà, de ça tout va ce mieux. qui est, voilà, donc en charge de l'origination, la structuration et la distribution des transactions de financement au niveau d'EcoBank sur la zone UMOA. Également, toute activité de conseil, donc M&A, equity et surtout les marchés, des transactions au niveau du marché financier. Donc, j'ai débuté mes études au Canada, donc un bachelor en technologie de l'information, ensuite une maîtrise en finance. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle à Montréal, donc dans un cabinet de modélisation financière. Et je suis maintenant depuis 5 ans basé à Abidjan, donc où j'ai commencé dans une boîte de modélisation financière, un fonds d'investissement relatif à l'immobilier. Et depuis maintenant 2021, je suis à EcoBank au département Investment Banking, couvrant la zone UEMOA. Donc voilà une brève présentation de mon parcours. Merci. De ton brillant parcours, c'est bien noté. Je note que tu es CFA également, Oui, une exact. certification qui est très prisée dans le domaine. Carl, étant donné que nous sommes pris par le temps, pourrais-tu rapidement nous donner une idée de ce qu'on entend par financement structuré? Parce que, bon, on entend dire que ce sont des financements complexes qui mobilisent plusieurs parties. Bon, c'est encore confus dans notre esprit. Est-ce que, de ton point de vue, comment est-ce qu'on pourrait expliquer simplement la notion de financement structuré à des personnes qui s'intéressent justement au domaine? D'accord, merci Patrice. Donc, effectivement, quand on entend financement structuré, on pense automatiquement à des types de financement, à des structures qui semblent complexes. Effectivement, quand on rentre dans le fond, ce sont des structures complexes parce que chaque financement est unique, particulier aux besoins du client. Mais pour mieux comprendre la notion, je pense qu'il faut aller dans des termes qui sont assez simples. Le financement structuré est tout simplement une structure qu'on met en place pour tout besoin d'un client. Donc, un type de financement qui est adapté à un besoin d'un client et qui demande une structuration particulière, notamment au niveau du type d'actif qui est financé, au niveau de la structure qui est proposée. Et donc, c'est tout simplement pour dire que c'est plutôt un type de financement qui répond à un besoin particulier d'un client, à contrario d'un financement corporatif ou un financement classique qu'on a
et donc et aussi qui répond aux différentes exigences des prêteurs et des investisseurs, mais tout en gardant à l'esprit le plus important qui est la mitigation des risques au niveau du financement proposé, de la transaction proposée. Donc, pour résumer, c'est vraiment, comme je disais, c'est juste un financement qui a des caractéristiques particulières, différentes d'un financement classique. Et donc, comme tu l'as si bien dit, qui nécessite quand même une certaine ingénierie et donc plusieurs intervenants pour ces types de financement-là, ce qui les complexifie un peu. Mais dans l'ensemble, on reste en fonction du niveau de niveau de la transaction, on va dire ça comme ça, ou de la complexité de la transaction qui est proposée ou de l'actif de l'infrastructure qui est financée. Le financement sera adapté dans ce sens-là. Donc voilà, c'est plutôt un financement qui est, on va dire, qui est taillé sur mesure pour un type de transaction, un type de client euh, en fonction de son besoin et qui répond vraiment aux exigences des investisseurs et tout en gardant à l'esprit les différents éléments de risque et de structuration qui sont pris en compte. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Je vais permettre à Jean-Fabrice de rapidement prendre le micro, mais on serait bien preneur d'un exemple de financement structuré D'accord. versus financement classique. Donc, D'accord. Jean-Fabrice, tu viens de nous rejoindre. Rapidement, tu as trouvé Carl en train de nous présenter simplement la notion de financement structuré. Donc, quel est ton avis sur la question? Comment est-ce qu'on doit comprendre simplement les financements structurés, surtout en Afrique? Merci à tous. Merci à Patrick. Merci pour l'initiative. Donc, on va faire vraiment très simple. Hein. J'ai pris en cours Carl Emmanuel, mais la notion de financement structuré peut être liée déjà à deux objectifs clés. Le premier, ça pourrait être déjà de trouver des fonds à transférer d'un prêteur à un emprunteur. C'est la notion de crédit classique. Et en deuxième volet, c'est justement le volet sur mesure par rapport à l'emprunteur, mais également sur mesure par rapport à l'actif qu'on veut financer. Donc, quand on parle de sur mesure, il faut tenir compte de plusieurs situations, notamment la situation juridique, la situation comptable, la situation fiscale, le secteur d'activité même. Et puis, en ce qui concerne le bien, sa nature et quel type de garantie aussi peut aller avec. Donc, de façon résumée, moi, les financements structurés, je dirais plutôt que c'est plutôt des financements sur mesure qui voilà, se différencient par des financements relativement classiques avec des conditions, j'ai envie de dire, connues d'avance et qui n'ont pas besoin de faire appel à une ingénierie particulière, on va dire ça comme ça. Voilà. D'accord. C'est bien noté. C'est bien noté. Ben, est-ce que, Fabrice, tu peux continuer en nous donnant un exemple de, de transaction de financement structuré qu'on pourrait comparer à un financement classique? Déjà, avant d'arriver à un cas beaucoup plus classique, j'aimerais insister sur certaines caractéristiques justement qui font qu'on parle de financement structuré. Donc, j'ai parlé ici d'éléments de sur-mesure. On va regarder déjà, généralement, les financements structurés vont de pair avec le montant, hein, le montant qui est en jeu. Généralement, c'est des montants qui sont très élevés et qui vont faire ressortir la notion de syndication qu'on pourra développer par la suite. Généralement, c'est des durées qui sont généralement longues et c'est également des actifs qui eux-mêmes génèrent pour la plupart du cas hein, des cash flows qui permettent de pouvoir assurer, j'ai envie de dire, le service de la dette. Donc, généralement, on fait une fixation sur un seul actif, comparativement, je vais dire, à tous les actifs possibles que l'entreprise peut détenir. Hein.
mais c'est possible qu'on fasse une fixation sur un seul actif à partir duquel on structure une dette bien précise. D'accord. Carl Emmanuel, la même question pour toi. Donc, effectivement, si on veut rentrer vraiment en détail, on veut donner un exemple pragmatique. Je prends une entreprise de télécom qui existe depuis plusieurs années sur la place bancaire ou sur le marché de Côte d'Ivoire. Je prends un exemple, sans citer de nom et sans faire de publicité, qui chaque année ou chaque 2-3 ans a un plan d'investissement. Donc, c'est une entreprise, on connaît le marché, on connaît un peu les caractéristiques qu'elle recherche, notamment les durées, les maturités de la dette qu'elle veut lever pour ses projets. Donc, concrètement, si par exemple, elle doit financer des nouveaux projets d'investissement, notamment dans des tours 3G ou 4G ou 5G, donc c'est un financement qui est demandé par la compagnie pour financer ces investissements. Donc, en général, elle a déjà un pool de banques qui la connaît très bien, ou elle a déjà une banque avec qui elle travaille, qui connaît les caractéristiques de ces financements demandés et qui est capable d'aller l'accompagner sur la base de l'historique, de la relation qu'ils ont et sur la base d'un business plan qu'elle mettra à disposition de cette banque-là. Donc, ça, on va dire, c'est plutôt un financement corporatif. Donc, le prêt est fait directement à cette entité-là et basé sur des caractéristiques qui sont plus ou moins connues à l'avance et discutées, où il n'y a pas vraiment de complexité en fait dans ce type de financement-là. Pour prendre un autre exemple de financement ou donner un exemple concret d'un financement structuré, aujourd'hui, par exemple, on peut avoir un projet, donc un sponsor ou une entreprise internationale décide de faire une centrale électrique en Côte d'Ivoire. Donc, pour ça, par exemple, il va falloir ce qu'on appelle monter une SPV, une société de projet dédiée à ce projet-là, parce que, par exemple, l'entreprise peut ne pas être présente dans le pays. Et donc, pour ces genres de projets, de manière générale, les financements structurés, quand il s'agit de financement qui doit être porté par une entité, donc on crée un véhicule spécialement pour ce projet-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un SPV. Et en anglais, c'est Special Purpose Vehicle. Donc en général, ce projet-là aura ces sociétés de projet ont bien sûr des pourvoyeurs de fonds propres, donc ce qu'on appelle souvent des sponsors. Et ensuite, pour financer le montant global du projet, il y aura également des prêteurs donc, qui vont apporter de la dette. Donc, la source principale de remboursement de ces genres de financement-là, ce sont les flux futurs de l'entreprise. Et en général, c'est ce qu'on appelle des financements avec recours limité sur les actionnaires. Donc, en général, on se base seulement sur la société, sur les flux futurs de l'actif de la société future pour pouvoir s'assurer de prêter le montant ou de pouvoir, comme on dit, déterminer ou saisir le montant de la dette qui sera levée par cette entité-là pour ce projet, pour le financement de cet actif. Donc, ça demande, donc pourquoi structurer? C'est pour ça que je vous dis, il faut que ça réponde aux conditions de l'actif. Donc, par exemple, on sait que les financements de centrales électriques sont des financements qui demandent des capitaux à long terme pour certaines contraintes, notamment pour pouvoir permettre d'avoir un prix de vente de l'électricité qui fait du sens, donc qui est en ligne avec la politique du pays. Et donc, ce qui fait intervenir pas mal de composantes à ce niveau-là. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, sinon il y a quand même pas mal de choses à dire. Je pourrais continuer sur cet exemple-là quand on parlera des différents intervenants dans un financement de projet. Donc, voilà. D'accord, c'est très bien noté. Effectivement, les financements structurés sont beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus rencontrés, beaucoup plus présents dans tout ce qui est infrastructure, mais pas que. On a également des financements structurés dans le domaine du trade, du commerce. Fabrice, pourrais-tu nous en dire plus? Ok, effectivement.
je pense que, je sais pas, peut-être qu'il y a une phase de présentation, donc chacun a eu peut-être, je sais pas si Carl Emmanuel a eu le temps de donner un peu son périmètre d'action. Donc, Oui, je pense oui. que ça aurait peut-être encadré l'intervention. Donc, rapidement, moi, je suis dans une banque de la place, je suis au financement structuré. Et justement, les départements de financement structuré sont organisés différemment selon les banques. Donc, pour l'expérience que j'ai en termes de financement structuré, je vais dire, on est complètement, je vais dire, séparé de tout ce qui est trade finance. Voilà. Donc, je peux vous parler de façon très brève peut-être de l'export finance, par exemple. Voilà, mais tout ce qui est trade finance et autres, c'est des notions qui peuvent être un peu vagues. Je pense qu'on est là pour donner plutôt des notions plutôt pratiques et concrètes à ceux qui nous écoutent. Donc, en ce qui concerne l'export finance, qui est un autre type de financement structuré, il faut dire que il peut arriver que je prends par exemple un pays comme la France qui a peut-être de la technicité à vendre, par exemple en Côte d'Ivoire, et du coup qui peut accompagner via une garantie qu'elle fournit par un organisme peut-être français, justement une de ces entreprises en Côte d'Ivoire pour fournir du matériel. Je prends le cas de l'exemple que Carl Emmanuel donnait tout à l'heure. Si je prends le cas d'une centrale qui doit être construite, il va sans dire qu'il y a peut-être du matériel qui, comment on dit ça, qui est produit localement et dont le fournisseur est peut-être français. Et dans ce cadre-là, on peut mettre en place effectivement un crédit export, donc qui permet de pouvoir financer directement via le contrat d'export qui va exister entre l'entreprise française pour le cas d'espèce et l'entreprise qui est demandeuse ici en Côte d'Ivoire et qui permettra de pouvoir financer, je pense, tu pourras financer l'entreprise en question. Et ce type de crédits-là sont backés, bien évidemment, par un contrat d'exportation, mais également par un organisme d'assurance qui garantit le prêt généralement en devise et qui peut aller selon, je veux dire, les organismes de crédit assureurs de l'ordre de 90-95%, ce qui se fait généralement. Donc, c'est ce que je peux vous dire rapidement sur ce qui est de financement export. Tout à l'heure, je vous parlais également en termes en ce qui concerne les financements structurés, du montant, par exemple, de financement qui peut solliciter, qui peut faire appel, par exemple, à une syndication, donc qui permettrait à la syndication déjà au niveau de l'entreprise qui recherche les fonds de pouvoir avoir un seul interlocuteur, dans le cas d'espèce qui serait peut-être un chef de file ou un arrangeur, et qui se ferait lui-même, qui prendrait sur lui de constituer le pool, bien évidemment en accord avec l'emprunteur, et également piloter la partie documentation juridique. Et également, généralement, l'arrangeur, quand c'est une banque, elle se positionne également comme agent pour pouvoir collecter les fonds, les distribuer déjà à l'emprunteur, mais également au niveau du remboursement, pour pouvoir assurer le service de la dette vis-à-vis des, je vais dire, des banques du pool, par exemple. Et cet argent-là également pourra suivre aussi l'ensemble des engagements que l'emprunteur aura pris tout au long de la durée du crédit. Donc, pour ne pas être très long sur ce volet. Maintenant, s'il y a un besoin spécifique, c'est bien noté. Je vois que nous avons déjà abordé l'aspect des différents intervenants dans les financements structurés. Et voilà. Est-ce que de façon résumée, Carl, tu peux rapidement nous donner pêle-mêle les principaux, ceux qui interviennent régulièrement ou généralement dans la plupart des financements que vous avez eu à faire? Et rapidement, leur rôle pour qu'on puisse avoir une idée de ces intervenants-là. Jean-Fabrice a déjà commencé, mais je sais que tu peux apporter des éléments. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même, je pense que Patrice, il est bon de rappeler deux, trois points.
je pense que des financements structurés, comme on le disait, je pense que Jean-Fabrice le disait, il y a plusieurs types, on va dire ça. Donc, en général, on a le project finance, on a tout ce qui est lié au financement d'actifs, on a des financements liés aux taxes ou à des flux futurs, et on a des financements reliés par exemple, on a la titrisation d'actifs, et on a aussi des financements d'export, comme Jean-Fabrice le disait, et le financement de matières premières. Dans le cadre dans tous ces cadres de figure-là, de type de financement structuré, on a des intervenants qui reviennent la plupart du temps couramment sur ces transactions-là. Déjà, on a l'emprunteur, donc la personne, l'emprunteur ou le sponsor ou l'entité qui fait la demande, qui porte le projet. Donc, on a également, comme on le dit, à cause des montants de la dette, un chef de file, donc ce qu'on appelle un arrangeur, donc une entité qui est chargée de pouvoir mener à bout la levée de la dette relative à ce projet-là. Et pour ça, on comprend que les arrangeurs, donc le rôle d'arrangeur est souvent joué par des banques, donc notamment Ecobank ou par exemple nous ou la banque de Jean Fabrice et d'autres banques de la place. Donc, on a besoin de s'assurer d'avoir un pool d'expertise autour de nous également pour nous accompagner dans ces genres de projets-là. Donc, l'autre point qui est important, l'autre intervenant important, c'est vraiment le conseil juridique. Donc, un conseil en général pour ces genres de transactions-là, vu que ce sont des transactions qui nécessitent un niveau de complexité, qui ont un certain niveau de complexité. Donc, on s'entoure d'avocats, de juristes qui nous accompagnent sur tous ces volets-là. En général, ce sont des cabinets qui ont déjà de l'expérience avec le même type de financement. Si je reprends mon cas du financement de la centrale électrique, on va prendre un cabinet qui a déjà eu à travailler sur des centrales électriques en Côte d'Ivoire, par exemple, tel qu'Azito, Cyprel. On va prendre également un conseil technique, donc qui va nous aider sur tous les aspects techniques du projet. Donc, s'assurer que les caractéristiques qui ont été définies pour ce type de financement pour le projet sont bien respectées, notamment si je reprends encore le cas d'une centrale, est-ce que le niveau de production est bon? Est-ce que la technologie utilisée est une technologie fiable? Est-ce que ce qu'on a fait dans le modèle financier, on a reflété dans le modèle financier est bien le bon? Donc ça, c'est le rôle du conseil technique. On a un volet qui est assez important sur ces genres de projets-là et donc qu'on voit de plus en plus ces dernières années, c'est le volet environnemental et social. Donc, en général, on a un conseil environnemental et social parce que ce genre de financement nécessite souvent de faire appel à des banques internationales ou des institutions financières internationales, donc qui ont un certain niveau d'exigence en termes de gouvernance environnementale et sociale. Donc, on a un conseil qui va s'assurer que le projet et les aspects du projet respectent ces normes internationales-là, qui font partie des critères importants de financement pour les banques, pas seulement internationales, mais aussi locales ici. Donc, de l'autre côté, donc du côté de l'emprunteur, l'emprunteur a également ses conseils, notamment un conseil financier, également un conseil juridique, un conseil sur tout ce qui est volet fiscal. Donc c'est tous ces acteurs-là qui permettent de pouvoir permettre au projet d'arriver au bout. Mais également pour des projets qui nécessitent des infrastructures ou la construction d'une infrastructure, on aura un constructeur, souvent ce qu'on appelle un EPC, donc qui va se charger de la construction. Pour des actifs qui nécessitent de la maintenance, on aura un acteur qu'on appelle ONM en général qui s'occupe de la maintenance et de l'opération de l'outil. Dans le cas d'une centrale, c'est celui qui va la faire fonctionner et s'assurer qu'elle répond aux exigences qui ont été définies par l'ensemble des parties. Et il y a aussi, je pense que Jean-Fabrice l'avait mentionné, tout ce qui est en rapport avec la technologie, l'équipement. Donc, dans le cadre d'une centrale, par exemple, ce qui fait, on va dire, un des éléments principaux d'une centrale, ce sont les turbines. Donc, en général, on a ce qu'on appelle le fournisseur d'équipement ou OIM, donc on doit s'assurer que
les équipements ou l'actif qui sera financé répond bien aussi aux exigences qui ont été mentionnées. Donc, pêle-mêle, voilà un peu les différents acteurs qu'il y a. Donc, je pense que pour résumer, donc il y a les acteurs qui lèvent la dette, donc on appelle MLA, qui derrière eux ont un pool de prêteurs, un ensemble de prêteurs, conseil juridique, conseil technique, conseil environnemental. Pour des projets plus complexes, on a des conseils sur le gaz, par exemple, pour les centrales électriques. Si je prends cet exemple-là, qui sont des projets les plus complexes. Et on a d'autres conseils, sur tout ce qui est également audit du modèle financier, taxes, parce que le volet taxes est très important, qui a un impact sur la rentabilité du projet. Et puis voilà, donc si je peux me résumer ainsi. C'est très intéressant. Très intéressant ce que, Carl, tu viens de dire. Ça me permet de creuser un peu plus pour voir du côté de Fabrice. Si vous voyez sur l'affiche, il y a une emblématique pont derrière. Voilà, j'ai pensé au pont, justement. En Côte d'Ivoire, on en a pas mal, surtout avec le pont HKB qui a été financé via un système de financement structuré. Je ne sais pas, est-ce que pour des raisons pédagogiques, est-ce qu'on pourrait expliquer simplement à ceux qui n'ont peut-être pas de notion en finance, comment est-ce qu'un projet de ce type-là, comme le pont HKB là, comment est-ce qu'il a été financé via le mécanisme des financements structurés? Ok, d'accord. Donc, pour ce que je sais, hein, si on prend par exemple le cas peut-être du troisième pont, par exemple, qui est en plein cœur d'Abidjan. Donc, comme Carl Emmanuel a dit tout à l'heure, on part de zéro. C'est-à-dire qu'on part de zéro, on part de promoteur, on part déjà de l'État qui a une idée et qui cherche comment est-ce qu'elle arrive à pouvoir satisfaire. Et donc, il y a un appel d'offres qui est lancé. Et donc, il y a plusieurs personnes, je veux dire, il y a plusieurs promoteurs et entités qui viennent soumissionner afin de pouvoir remporter le marché. Donc, pour le cas d'espèces, c'est un groupe international qui a pignon sur rue. Généralement, c'est des consortiums parce que ce qui se fait, c'est qu'il faut des personnes qui maîtrisent l'ingénierie financière. Il faut également des promoteurs qui maîtrisent également l'activité et aussi des personnes aussi qui s'y connaissent en termes de génie civil et aussi des personnes qui s'y connaissent en termes d'exploitation même par exemple, le cas du troisième pont qui est un pont à péage, par exemple. Donc, généralement, ces entités se mettent en consortium pour avoir beaucoup plus de chances de pouvoir remporter ce marché. Donc, ceux-là sont les sponsors. Donc, ils viennent avec, généralement, c'est du 80-20. Généralement, hein, c'est du 80-20. Donc, vous aurez sur 100 milliards, on aura 20 milliards qui viendront des sponsors et maintenant 80 qui viendront de dettes. Et donc, de dettes, ça peut provenir d'où? Ça peut provenir déjà d'organismes internationaux, souvent les banques de développement, qui sont prêts pour ce genre de projet Greenfield à mettre un peu de temps et à accorder, je vais dire, suffisamment de temps à la SPV qui va être mise en place, de pouvoir, je vais dire, générer suffisamment de flux afin de faire face au service de la dette. Il y a également aussi j'ai envie de dire, souvent des banques locales. Et donc, vous allez voir qu'il doit y avoir plusieurs tranches pour lesquelles vous pourrez avoir du 15 ans, par exemple, pour les organismes de développement, un peu comme la BOAD. Vous pourrez avoir maintenant ensuite pour les banques locales qui vont généralement jusqu'à 7, 8 ans. Tu as abordé les principaux aspects en montrant le rôle des sponsors, le rôle des prêteurs, que ce soit des prêteurs commerciaux ou les institutions de financement et de développement qui peuvent aller sur des maturités plus longues. Et ça a été très clair. Merci, merci Jean-Fabrice. Maintenant, pour ajouter, pour un plus, oui, il y a également la banque agent. Il y a une banque agent pour le cas d'espèces parce qu'il y a une question de flux. Il y a également une question de sûreté, comme on appelle ça, des garanties qui ont été données à ceux qui ont apporté de la dette. Donc, on désigne un agent
qui va gérer, qui va ouvrir un compte sur lequel on va séquestrer ou en tout cas on va avoir une visibilité sur les flux et également aussi qui va garder les sûretés, j'ai envie de dire, sur, comment on appelle ça, cette facilité, de sorte à pouvoir conforter j'ai envie de dire, les bailleurs de fonds. Voilà. C'est très bien noté, c'est très bien noté. Chers participants, n'hésitez pas à réagir, hein, il y a des emojis ici. Fabrice vous édifie, n'hésitez pas à réagir, surtout qu'il le fait gratuitement. Merci à titre vraiment, j'ai envie de dire, communautaire. Merci, merci beaucoup, Fabrice. Donc, ça me permet d'aborder la question relative aux compétences à avoir pour exercer le métier, des métiers relatifs au financement structuré. On va commencer par Carl. Lorsque toi, par exemple, tu voulais intégrer le domaine, quelles sont les formations que tu as eu à faire? Quelles sont les compétences que tu as eu à développer pour intégrer ce domaine-là? Et maintenant que tu es manager, lorsque tu recherches un profil, surtout un profil junior, qu'est-ce que tu attends spécifiquement de cette personne-là? D'accord, merci Patrice. Je pense que de par la nature et donc de la présentation, je pense que Jean-Fabrice l'a bien mentionné, moi aussi, on travaille sur des financements et des transactions qui sont assez complexes. Donc la première des choses qu'il faut, c'est la capacité, ce qu'on appelle la résilience. Donc je pense que ça, ce sont des soft skills. Je vais commencer peut-être par les soft skills. Donc ce sont pas des points, des aptitudes, des compétences techniques. Donc, il faut avoir une certaine résilience parce que ça demande de pouvoir travailler sur beaucoup de sujets, de pouvoir travailler de longues heures avec des deadlines qui sont serrés. Et donc, cette capacité de résilience-là te permet de pouvoir gérer plusieurs projets à la fois parce que la plupart du temps, on n'a pas un seul projet comme ça, on en a plusieurs. Et je pense que les équipes de financement structuré, en tout cas dans notre zone, ont la particularité d'être très réduites et donc en général disproportionnées par rapport à la charge de travail. Donc, je pense que ça, c'est le premier point. Il faut être capable aussi d'avoir un certain niveau de relationnel. Et je pense que je le dis souvent aux équipes. En tant que manager, bien sûr, on a un devoir de garder un certain niveau de relation, de pouvoir ouvrir des portes, mais en général, moi, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aussi aidé quand j'ai commencé. J'ai réussi à développer mon propre réseau et j'ai réussi à développer aussi mes propres contacts. Je pense que ça, c'est très important, surtout quand on parle en recherche des financements auprès de différents types de bailleurs. Donc, il faut être capable de pouvoir bien connaître son marché, bien connaître les différents acteurs, qui sont les pourvoyeurs de fonds et pouvoir, on va dire, un peu rentrer un peu partout. Donc, pour venir maintenant sur les skills techniques, et ça, je pense que ça, ce sont les skills qui se retrouvent un peu dans tous les grands métiers de la finance, notamment les financements structurés, même private equity, un peu dans tous les domaines. Il faut bien comprendre et bien connaître les notions comptables. Ça, c'est la base. Il faut ensuite être capable de faire de la modélisation financière. Je pense que ça, Jean-Fabrice le dira également, c'est quelque chose qu'on recherche et qui est très important. Et surtout au niveau junior, il faut être capable de travailler sur des modèles qui sont assez complexes. Et pour ça, ça demande, comme je l'ai dit dans mon point précédent, une bonne connaissance des aspects comptables, mais aussi des aspects financiers, des notions financières, de la théorie financière. Donc voilà. Donc, je pense que la modélisation financière, c'est un point très important. Et donc, pour ça, à ce titre-là, il y a beaucoup de formations qui sont disponibles sur Internet. Sans citer de nom, il y a des Wall Street Prep, il y a des financements, des CFI Institute. Donc, tu as aujourd'hui des programmes qui sont designés pour les financements structurés de modélisation qui apprennent en passant des B à bas d'Excel jusqu'à des formules complexes, la compréhension et le montage d'un modèle financier assez complexe qui répond aux besoins d'un financement structuré. Hormis la modélisation financière, il y a tout ce qui est préparation des mémos, des présentations sur Word, sur Excel. Une bonne transaction pour pouvoir la vendre et donc un bon financement structuré, il faut être capable de s'assurer de bien comprendre la transaction, de bien la présenter aussi, parce que c'est sur la base des informations que tu partages aux potentiels investisseurs, aux potentiels prêteurs
qui sont capables de mettre de l'argent sur la table pour pouvoir venir financer ton projet. Donc, c'est très important de pouvoir bien, ce qu'on appelle marketer, donc vendre ta transaction. Donc, ça nécessite de bien maîtriser les contours de la transaction, que ce soit le marché, que ce soit les intervenants, que ce soit la capacité, comme Fabrice a dit, de celui qui construit à le faire, donc que ce soit les flux attendus. Donc, il faut vraiment pouvoir vendre cette transaction-là, la présenter. Et surtout, un point qui est très important, comprendre la notion de risque, c'est un élément essentiel parce que tout ce qu'on fait autour d'un financement structuré est basé sur ce qu'on appelle en anglais le risk allocation, donc l'allocation des risques. Faudrait que chaque niveau de risque soit alloué aux parties prenantes et que cette partie prenante-là soit rémunérée à la hauteur de ce risque qu'elle prend. Je prends un exemple typique dans un financement de projet. Le risque de construction, en général, c'est le constructeur qui le prend. Et donc, comment la société de projet qui engage un constructeur est couverte? Ça peut être par des garanties qui sont apportées par le constructeur. Ça peut être par tout type de garantie. Ça peut être par la force financière de ce constructeur-là. Ça peut être des garanties qui sont apportées par le groupe de ces constructeurs. Par exemple, ça peut être une société locale qui est reliée à un groupe international. Donc, si par exemple le groupe international apporte une garantie en cas de défaut, ça permet de renforcer la structure du projet. Donc, je dirais que voilà un peu les skills qu'il faut. Donc, il y a les soft skills, comme j'ai dit, la résilience, la capacité de se faire un réseau, de bien communiquer. Plutôt les skills techniques, c'est vraiment tout ce qui est aspect de comptabilité, finance, théorie financière, comptable, tout ce qui est modélisation financière, être capable de maîtriser les outils de présentation, Word, PowerPoint et autres. Donc, je pense que cet ensemble de coffres à outils permet à un bon, en tout cas, un bon financier de pouvoir évoluer. Et je pense qu'aussi, il y a un point qui est très important, c'est la notion d'apprentissage et de formation. On ne le dit pas souvent, participer à ces panels-là, regarder des formations, suivre de ce qui se passe à l'international et sur d'autres marchés, permettre de pouvoir trouver des solutions, d'autres solutions et de pouvoir améliorer en fait notre coffre à outils en tant qu'expert. Donc, la formation, comme je le dis souvent, est très importante et même à des niveaux où on a 5, 10 ans, 15 ans d'expérience, on continue à se former parce qu'il y a des nouvelles techniques qu'on ne finit jamais d'apprendre et c'est à travers ces formations-là qu'on peut élargir son champ de compétences. Donc, voilà. Donc, pour résumer, c'est un peu ces compétences-là qu'on recherche au niveau que ce soit des juniors, des managers ou plutôt des seniors. C'est vraiment mais bon, à différents niveaux en fonction de la seniorité qu'on recherche chez des experts dans ce domaine-là. Merci. C'est clair, dans la mesure où les équipes en financement structuré sont restreintes. Donc, du coup, il faut beaucoup plus de coffres, comme tu le disais tantôt. Jean-Fabrice, est-ce qu'il y a un élément additionnel que tu voudrais ajouter, partager avec nous en ce qui concerne les skills à avoir voilà, de ton côté? D'accord. Je vais peut-être revenir peut-être sur un ou deux points que Carl Emmanuel a évoqués. Pour moi, le premier point, ça peut paraître, je veux dire, anodin, mais en financement structuré, il faut avoir le deal. Donc, le premier élément clé, c'est d'abord être bon commercial, avoir vraiment un volet commercial fort, un volet relationnel aussi. Et c'est pour cela que souvent, on a tendance, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut pour faire vraiment les financements structurés, j'ai envie de dire que c'est des bons techniciens, mais en même temps aussi des bons juristes, mais en même temps aussi, c'est des bons commerciaux. Donc, en réalité, pour faire les financements structurés, je le dis un peu souvent, c'est un peu des mini-savants. Parce qu'il faut être capable, à un moment donné,
de pouvoir vendre la boîte, avoir le deal, il faut être à un moment donné être capable de pouvoir en un temps record comprendre le secteur dans lequel le deal se trouve, la particularité de l'entreprise qui est en face, afin de pouvoir évaluer, j'ai envie de dire, le niveau de risque qu'on est en train de prendre. Et j'aime bien le dire, les risques n'ont de sens qu'en financement structuré, à proprement dit. Parce que c'est des financements complexes que tout le monde, a priori, où c'est un peu difficile d'y mettre les pieds, où c'est vraiment difficile parce que le risque est élevé par, je veux dire, la complexité du secteur, élevé par le montant, élevé par plein de phénomènes qui peuvent impacter sur le deal. Donc, il faut une bonne analyse risque avec des mitigants, vraiment des arguments pour pouvoir mitiger ces risques-là vraiment très forts. Donc, il faut une bonne capacité d'analyse. Et c'est en cela que, oui, une bonne capacité d'analyse au niveau des risques, de pouvoir, je vais dire, déceler le niveau de risque. Et c'est pour cela que la compréhension, je veux dire, de l'entreprise ou du secteur dans lequel vraiment on est en train de, où se trouve le deal est très important. Parce que c'est cette compréhension-là qui nous permet de pouvoir détecter les risques qui sont cachés, mais également qui nous permettent aussi de pouvoir proposer, j'ai envie de dire, des covenants ou des garanties, je veux dire, assorties aux risques qu'on va identifier. Quand Emmanuel a dit, la modélisation, c'est ce que tout le monde voit tout de suite, mais pour moi, vraiment, la modélisation, on se retrouve souvent dans les financements structurés entre et c'est pareil hein, quand on est en banque, entre le client et nos équipes au niveau je veux dire, des engagements qui vont par la suite analyser le dossier qu'on leur envoie. Donc pour moi, vraiment, ma particularité quand je travaille, c'est comment j'arrive à rendre digeste le plus simple possible, simplifié possible, le plus possible la modélisation qui est faite. Parce que généralement, lorsqu'on a des arrangeurs qui nous envoient des modèles, ou même au moment où on a des modèles, mais vraiment très complexes, beaucoup de feuilles, beaucoup de pages, beaucoup d'écrits, je pense que quand on est en financement structuré aussi, c'est de pouvoir, après avoir, je veux dire, compris tout l'environnement, compris tout le modèle qu'on nous a transmis, être capable de pouvoir le simplifier et le rendre digeste pour notre comité de crédit afin de faciliter sa prise de décision. Et donc, il faut vraiment un niveau de modélisation poussé. Pour pouvoir comprendre déjà les modèles qui sont faits, il faut vraiment avoir vraiment de très bonnes notions en analyse financière, mais également comprendre les interactions qu'il y a entre les différents comptes, j'ai envie de dire, les états financiers. Et c'est cela qui nous permet de pouvoir généralement faire une bonne modélisation. Après, bon, je veux dire, c'est encore plus facile pour ceux qui ont une base mathématique aussi de pouvoir imaginer des choses, faire des choses beaucoup plus créatives. Donc, pour moi, je vais les résumer en trois. D'abord, un volet commercial très important, un volet technique, analyse de risque, analyse financière très important, mais être capable aussi de pouvoir analyser les documents juridiques parce que pour certaines banques, elles sont structurées avec à l'intérieur des juristes financiers. Et pour certaines banques, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez le financement structuré et c'est le département juridique qui analyse tous les dossiers là, qui vont également rédiger, qui va analyser la convention qui est soumise, alors que je vais dire que la convention n'est rien d'autre que la traduction à travers des mots, je veux dire, soit de certains ratios ou de certains accords avec le client, et qui mieux que celui qui bosse en financement, celui qui a monté le deal, est mieux placé pour pouvoir, je vais dire, mieux écrire et déceler les subtilités dans les conventions. Donc pour moi, c'est ces trois points-là sur lesquels je voulais vraiment insister. Pour ceux qui sont, je vais dire, à formation finance, je pense aussi que quelques notions en droit de sûreté, quelques notions, je vais dire, en droit, permettent de pouvoir être vraiment très efficace, en tout cas dans ce domaine. Voilà.
C'est très bien noté, c'est très bien noté. En fait, le professionnel de financement structuré est un véritable couteau suisse. Il doit avoir à la fois une base légale, une base juridique, une base technique, une base financière, une base comptable, une base relationnelle parce qu'il est un peu à la croisée des différents chemins de métier. Alors, c'est très bien noté. Il nous reste 7 minutes avant qu'on ne ouvre la foire aux questions pour prendre les questions de nos auditeurs éventuellement. On pourrait revenir encore sur... c'est vrai que vous avez parlé de ce point, on a parlé de ceux des juniors qui veulent rejoindre des équipes en financement structuré, mais et pour les personnes qui sont déjà, pour certains, hein, qui sont déjà à l'intérieur des institutions, mais qui voudraient faire une reconversion et travailler spécifiquement dans le domaine des financements structurés. Il peut arriver également que ce soit des personnes qui ne sont pas dans les institutions, mais qui viennent d'autres domaines, mais qui voudraient se reconvertir. On comprend que c'est pas le même dynamisme qu'un junior qui vient de sortir de l'école, qui a encore beaucoup d'énergie, qui a encore le temps, qui a beaucoup de choses devant lui à faire. Pour ces seniors-là, est-ce qu'il y a un conseil particulier que vous voudriez leur donner? Pour moi, c'est la première chose, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut. Je le dis en prenant mon cas personnel parce que moi, j'ai 15 ans d'expérience, 3 ans à la fonction publique et 12 ans dans la même banque. Et dans les 12 ans, dans cette banque-là, j'ai 5 ans en études de marché, veille concurrentielle, études économiques et 7 ans en financement structuré. Donc, je vais dire que initialement, pour moi, je vais être économiste de formation. J'étais vraiment dans ma zone de confort, hein, dans les études de marché, dans les études économiques et tout ça. Et c'est à la suite d'échanges avec le DGA d'alors, qui est maintenant DG au niveau de Vista Bank, voilà, qui m'a dit là, tu es à la périphérie de la banque. Pour faire de la banque, il faut que tu sois incorporé. Et donc, je me suis donné les outils. J'ai fait plusieurs formations, que ce soit, je vais dire, en ligne ou que ce soit des formations connues hein, dans le secteur bancaire, que ce soit ITB, que ce soit le 2SS Banque Finance au COFEB au niveau de BCAO Dakar, que ce soit le MGRCE, la maîtrise de gestion de risque de crédit entreprise. Donc, c'est des formations qui sont, je vais dire, à disposition de tout personnel qui exerce en banque. Voilà, donc peu importe le métier que la personne exerce, je pense qu'il faut se donner les moyens. Après, il ne faut pas non plus, donner de l'espoir comme ça à tout le monde. Il faut quand même avoir une base technique en termes de modélisation, comprendre comment est-ce que la modélisation, c'est une traduction mathématique d'un phénomène. Donc, il faut être capable de pouvoir traduire mathématiquement un phénomène et de pouvoir l'introduire dans un logiciel, par exemple Excel. Donc ça, je pense que c'est le minimum. Donc si on arrive déjà à le faire, le reste, c'est des compétences avec la formation qu'on peut développer au fur et à mesure. Donc j'aimerais m'arrêter là pour donner l'occasion à Carl Emmanuel également de pouvoir intervenir sur ce sujet. Justement, avant que Carl ne prenne la parole, j'aimerais bien insister sur la notion de il faut vraiment savoir ce qu'on veut, dont tu as parlé. Parce que effectivement, ça arrive que voilà, on veut juste faire ce métier parce que on nous a dit que c'était un bon métier, c'était un métier voilà, où on pourrait progresser facilement. Mais est-ce que toutes les compétences dont on a parlé là, est-ce que elles rentrent dans dans notre CV? Est-ce que nous avons ce bagage-là? Est-ce que nous sommes prêts à aller les chercher? Donc, il faut pouvoir définir clairement c'est quoi mon projet, qu'est-ce que je veux faire. Et en fonction de ce que je veux faire, quel est le projet, quel est le plan que je mets en place pour avoir les compétences nécessaires pour exercer le métier que je veux faire. Et je pense que on va dire, ça cadre parfaitement avec l'expérience de Jean-Fabrice aujourd'hui,
voilà, le temps qu'il a passé en banque, il ne l'a pas uniquement passé en banque en faisant juste son métier, mais il a aussi profité pour faire des formations qui l'ont orienté vers ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Merci Jean-Fabrice. Alors, Cal, on t'écoute. Il nous reste 2 minutes pour C'est ça. passer à la fin aux Et questions. si tu permets, ça me donne l'occasion de pouvoir... allô? Oui, vas-y, Fabrice. Allô? Oui, juste 2 minutes hein, pour enchérir. En fait, je le dis pour pouvoir aussi, pour que les uns les autres aussi puissent comprendre. Hein. Quand je le dis, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, par exemple, au niveau le travail que je faisais avant, au niveau des études, j'avais déjà un niveau de responsabilité. J'étais déjà au niveau responsable. Et quand j'ai échangé avec le DG d'alors, il m'a dit, tu vas commencer un nouveau métier, il faut l'apprendre par le bas. Et donc, j'ai repris de zéro. J'ai commencé en tant que middle office. Pour ceux qui connaissent un peu le métier, middle office, c'est celui qui va suivre les engagements, qui va servir de tremplin entre soit le client et les autres banques. Vraiment, c'est lui qui généralement qui est au cœur même de la syndication. Donc, c'est beaucoup d'administratif pour le middle office. Donc, j'ai dû commencer par là et j'ai gravi les échelons. Après, je suis passé analyste en financement structuré. Je suis passé chargé d'affaires financement structuré et aujourd'hui, j'assure l'intérim du poste de responsable financement structuré. Donc ça, je l'ai fait en 7 ans, mais j'ai accepté de recommencer à zéro par le bas. C'est pour ça que j'ai dit, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu peux perdre ton temps quelque part. Voilà. C'est très bien noté. Bravo pour ton parcours et on te souhaite bonne chance pour la suite. Cal, voilà, on veut t'écouter à la suite de ce que Non, Jean-Fabrice a dit. oui, non, moi je pense que je prends mon cas personnel. Moi, je pense que j'ai commencé en banque d'affaires il y a 4 ans et demi. Avant ça, j'étais dans un autre domaine qui était complètement différent. Euh, euh, je pense que l'important aussi, comme je pense que Jean-Fabrice l'a dit, c'est de savoir ce qu'on veut. Faut pas aussi vendre du rêve aux gens. C'est des métiers qui sont très prenants. Moi, j'aime le dire aux gens. Ça prend beaucoup de temps, notamment son temps personnel. Des fois, l'implication, la plupart du temps, les week-ends, ce sont des heures tardives. Ça, il faut le mentionner aussi aux gens pour que les gens ne pensent pas que c'est vraiment un long fleuve tranquille. Donc, ça c'est la réalité. Et je pense que ça, encore une fois, ça va dépendre de tes aspirations, de beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas forcément des aspects, des facteurs liés au travail. Et donc, il faut savoir que quand on s'engage sur cette piste-là, ça demande beaucoup d'efforts, que ce soit intellectuel, physique. Vraiment, c'est très prenant. Pour tous ceux qui sont dans le métier, ils vous diront la même chose. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, encore une fois, je prends mon cas personnel. Je n'ai pas forcément de background dans le milieu de l'investment banking avant de rentrer. Donc, je suis rentré directement à un niveau associé. Mais au tout début, je me rappelle des semaines, c'était des semaines de quasiment 80-100 heures parce qu'en fait, il y a énormément de travail. Et je me rappelle quand j'ai débuté, j'étais seul, on était seul, une équipe de 2 avec mon boss à gérer plusieurs transactions en même temps. Des fois, ça nous arrivait 5-6 transactions à la fois. On a des livrables, donc tu n'as pas le choix que de pouvoir délivrer. Donc ça, c'est un facteur aussi qu'il faudrait prendre en compte, ce qui est très important, y compris dans la reconversion. Donc il faudrait s'attendre aussi à des heures de travail qui sont quand même importantes. Mais je pense qu'à toute personne qui se donne les moyens, notamment de pouvoir y arriver avec les formations, avec des échanges avec des experts dans le domaine, avec des cas pratiques. Et on a la chance de faire un métier qui n'est pas comme, je peux prendre un exemple, le BTP où il faut aller construire pour pouvoir avoir l'expérience aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de matériel qui sont disponibles sur Internet. Donc, même pour faire un bon modèle, tu peux être assis chez toi pendant des semaines. Tu vas arriver à peut-être même mieux modéliser que quelqu'un qui a fait ça depuis des années. Donc, on a la capacité d'avoir un métier aussi qui s'apprend, qui peut s'apprendre soi-même ou même avec des formations où il y a beaucoup de formations en ligne, même physique aussi aujourd'hui. Donc, vraiment, je pense que ça aussi, c'est un élément essentiel.
Donc voilà, je pourrais terminer sur ça et puis dire que vraiment mais c'est un métier on le dit souvent, et beaucoup de gens ont dû l'entendre, c'est un métier qui est assez passionnant, qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Et moi, je veux dire, en 4 ans, je ne sais même pas le nombre d'aspects que j'ai dû développer. Je suis un gars à la base qui n'aime pas la lecture. La première transaction, je me rappelle, sur laquelle j'ai dû travailler, j'ai dû commencer par une concession, une concession, je pense que Fabrice on a dit quelques mots, de 600 pages. Donc, en un week-end. Donc, je veux dire que je ne m'attendais jamais à pouvoir faire ça. Donc, ça te pousse à sortir même de ta zone de confort, aller chercher d'autres skills qu'on n'avait pas. Donc, moi, aider des entreprises sur des plans marketing, à travailler avec des personnes aux opérations, comprendre des outils techniques, comprendre un secteur, une industrie. Donc, ça demande vraiment, ça développe beaucoup, beaucoup d'aspects qu'on ne pensait pas avoir, pouvoir être capable de faire. Donc, je pense que c'est ça aussi la beauté du métier, quoi. Donc, voilà, je vais terminer par ça. D'accord. Ça me met une autre idée à l'esprit et je ne vais pas te lâcher car si tu avais la possibilité d'être aujourd'hui, je vais dire, tu étais à la place d'un jeune de quoi, qui vient juste de finir ses études et qui s'apprête à intégrer le marché de l'emploi. Quel conseil, qu'aurais-tu fait en fait aujourd'hui, en 2025? OK. Bon, je pense que, comme je l'ai dit, il faut bien comprendre le métier qu'on veut faire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des exemples, des modèles. Moi, je commence toujours par ça. Quand je veux arriver à un objectif, je regarde qui a déjà atteint cet objectif-là et comment il a fait. Donc, en général, on a la chance de voir des gens qui sont dans le domaine. Euh, on a Jean Fabrice, par exemple, qui est dans le domaine depuis 7 ans. Donc, je peux me rapprocher de lui, essayer de comprendre quels sont les outils. Et je pense qu'on en a donné pas mal aujourd'hui qu'il faut avoir. Donc, il faut commencer par bâtir son coffre à outils, son coffre de compétences. Et j'insiste sur les soft skills. Et je pense que Jean-Fabrice aussi l'a mentionné, le volet commercial, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut le développer, en fait. C'est très, très important d'avoir du relationnel, d'être commercial, d'être un bon vendeur, parce qu'on n'est pas seulement des gens techniques. Comme je le disais, un projet qui se réalise, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui sont capables de le vendre. Donc, il faut très rapidement développer cet aspect-là. Aussi titiller les personnes donc, qui sont dans les équipes. En général, même si quand tu es junior, tu as toujours un manager ou bien quelqu'un qui est au-dessus de toi, regarder ce qu'il fait, capable d'écouter, de bien comprendre son environnement, de pouvoir en fait apporter des choses, que le supporter, en fait, supporter les équipes. Et je pense que c'est en essayant de supporter les équipes, en essayant d'apprendre plus, qu'on est capable de soi-même se développer. Et je pense que on le dit pas assez, mais il y a un volet aussi qui est très important, c'est l'expérience. On apprend beaucoup par l'expérience et par les transactions qu'on fait. Donc moi, je me rappelle, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé. Aujourd'hui, j'en fais encore d'ailleurs, mais je pense que ça, au fur et à mesure, on arrive à corriger des points de faiblesse qu'on a quand on est plutôt junior dans le domaine. Donc voilà, moi je pense que c'est ça, il faut vraiment pouvoir être prêt à travailler, mettre du temps, bâtir son coffre de compétences, développer les soft skills, tout ce qui est commercial, tout ce qui est relationnel. Et je pense qu'avec l'expérience, tout junior est capable de pouvoir un jour aspirer à être un senior et puis même à diriger, piloter une activité. Donc voilà. C'est très bien reçu. Alors, on a 1 minute pour passer à la fois aux questions. Moi, ça me permet de partager ma petite expérience également relativement à ce que Carl disait. Il faut être prêt à travailler, en fait. Il faut être vraiment prêt à travailler. Dans ce domaine, on ne compte pas les heures. On ne compte pas les heures, surtout quand on est là pour apprendre. On- et comme je l'ai dit d'entrée, ce sont des départements qui ne recrutent pas assez de monde. Voilà, donc vous êtes 2, 3 personnes par moment à travailler sur de gros deals, vous voyez. Donc,
Pour cela, il faut être prêt à travailler, il faut être prêt à apprendre. Il faut oublier de compter les heures, en fait, parce que vous êtes en train d'apprendre. Donc, c'est cette compétence-là qu'il faut mettre en avant. Cette volonté de charbonner, il faut la mettre en avant. Mais la mettant en avant, vous devez pouvoir aussi la démontrer, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous partez à un entretien, on dit, par exemple, Carl est en train de recruter un junior, un stagiaire pour le investment banking. Mais tout le monde va se présenter. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les différents candidats? C'est celui qui a le plus travaillé, c'est celui qui s'est le plus informé sur le secteur. Et comment est-ce que Carl vérifie cela? Carl vérifie par les travaux personnels que l'individu a eu à faire. Carl a besoin de quelqu'un qui sait faire la modélisation financière, par exemple. Donc, quand toi, tu viens, c'est vrai que tu n'as pas encore pratiqué, mais les vidéos YouTube que tu as suivies, les webinaires que tu as suivis, les documents que tu as eu à lire t'ont permis d'avoir une idée de la chose. Et toi, cette idée-là, tu l'as conçue, tu l'as matérialisée à travers des travaux personnels. Et ces travaux personnels, tu les mets en avant. Quand tu arrives, tu dis clairement, voici ce que tu sais faire. Voici ce que tu sais de la modélisation financière. Aujourd'hui, voici ce que tu sais de la structuration des crédits, des financements structurés. Donc, ce sont des éléments que tu mets en avant lorsque tu es en début de carrière ou bien tu es en train de t'intéresser à un secteur. Donc, moi, c'est mon expérience et ça m'a aidé. Et voilà, on va s'arrêter là. Et pour prendre, bon, j'avais promis à Jean-Fabrice de dire un mot. Jean-Fabrice, une Non, minute non, pour non, dire un oui, mot. enfin, Voilà, le mot de oui, fin juste avant un qu'on ne passe mot, à la part aux questions. Oui. juste un mot, c'est vraiment l'expérience. C'est vraiment l'expérience hein, pour pouvoir je vais dire, développer, percer dans le domaine des financements structurés. Moi, j'étais très, très pressé, mais ma responsable m'a toujours dit, les financements structurés, ça se fait à l'expérience. J'ai également quelqu'un qui me disait aussi qu'on ne fait pas la banque en dehors de la banque. Je pense que c'est d'actualité, mais maintenant, je pense qu'on peut toujours, on peut quand même essayer de faire la banque en dehors, parce qu'avant, il fallait travailler en banque, mais maintenant, les formations sont en ligne. Donc, aujourd'hui, les modèles sont plus cachés. Vous pouvez travailler sur un modèle sur l'immobilier, vous pouvez le trouver sur des formations sur Internet, voir comment ça se fait. Agro-industrie, vous savez plus ou moins comment c'est modélisé. Centrale thermique, centrale, enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, on a des formations qui vous permettent même d'être expérimenté avant même de pouvoir, je veux dire, rentrer dans un métier. Donc, pour dire aux juniors qui veulent vraiment entrer dans le domaine des financements structurés, la modélisation, l'analyse financière, tous ces trucs-là, c'est des choses que vous trouvez sur Internet avec des formations et vous pouvez déjà commencer à vous exercer et ça fera la différence tout de suite lors des entretiens. Et la plupart des entretiens se font de façon orale, mais maintenant aussi, ça se fait à l'écrit aussi. Aussi, on vous dépose un ordinateur pour voir un peu ce dont vous êtes capable aussi. C'est très bien noté. Alors là, on a fini avec les discussions relatives aux questions que nous avions reçues et partagées avec les experts. On va maintenant aborder la foire aux questions qui ont été laissées dans le chat box par nos intervenants. Je vais essayer de partager. Permettez que je ne partage que celles pour lesquelles on n'a pas encore répondu. Voilà. Donc, je regarde les questions, les questions. OK, OK. Voilà. On a des directeurs juridiques qui étaient connectés. OK, très bien. Voilà, il y a Innocent qui demande est-ce que les partenariats publics-privés sont-ils des financements structurés? Carl, tu peux répondre? Oui, je pense que les partenariats publics-privés, c'est une forme c'est un moyen que l'État met en place pour pouvoir attirer des capitaux privés sur des différents secteurs. Donc, je pense qu'en général, et la plupart, j'ai pris un exemple tout à l'heure de centrales électriques. En général, les centrales électriques se font ici sur un modèle PPP, partenariat public-privé. Et donc voilà, donc tu as plusieurs secteurs qui impliquent et donc concrètement en Côte d'Ivoire qui ont été faits et financés sous la forme de PPP
On l'a mentionné tout à l'heure, les ponts, tout ce qui est eau, SODECI. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont financés par les PPP. Même des écoles, des universités peuvent être financées sous forme de PPP. Il y en a beaucoup de cas comme ça en Côte d'Ivoire. C'est bien noté. Il y a Charlène qui demande le SPV est considéré comme un intervenant. Oui, voilà, les panélistes en ont parlé. La société projet ou SPV, Special Purpose Vehicle, qui est créée spécifiquement pour le projet objet du financement structuré. Voilà. Donc, on continue. Pouvez-vous définir, OK, à quoi s'assurer? Non, non. SPV. Quid des financements structurés en Afrique et plus précisément face aux réalités économiques? Bon, on en a parlé, hein. Les financements structurés sont beaucoup plus fréquents en Afrique parce que justement, les États ne disposent pas de toute la capacité financière pour prendre en charge ces nombreuses infrastructures. Donc, du coup, elles ont décidé de partager ce risque-là ou du moins de faire intervenir d'autres acteurs, des privés, qui aideront on va dire, à financer ces projets-là moyennant des modalités de remboursement, moyennant des modalités, on va dire, d'intervention par rapport aux capitaux qu'ils ont investis. Donc, la question a déjà été abordée. Voilà. Quelle autre question? Voilà, merci pour votre brillante présentation. Je voulais savoir, les financements structurés uniquement accessibles aux entreprises déjà existantes ayant des états financiers sur plusieurs années, ou est-ce qu'on peut accorder un financement structuré à une PME ou une entreprise en création? Une bonne question. Jean-Fabrice, tu voudrais répondre? Il veut savoir si les financements structurés, c'est uniquement pour les entreprises ayant des bilans ou bien on peut financer des startups qui n'ont pas de bilan. OK. Je réponds à la Ça, en fait, question. c'est Hein. même voilà, non, les financements structurés ne sont pas seulement pour les entreprises qui ont un bilan existant, hein. On a dit tout à l'heure, quand on parle de SPV, c'est des entités qui sont créées juste pour, je veux dire, le projet. Donc, c'est des entreprises qui voient le jour et puis peut-être 2, 3 mois, 4 mois après, ils bénéficient de comment on dit ça, de crédit. Tout va dépendre, je veux dire, soit du sponsor. Est-ce que les sponsors de la SPV sont, je vais dire, sont quand même solides, ont une expérience et ont également les acteurs, je veux dire, les banques ont confiance en ces sponsors-là? Ou bien est-ce que juridiquement, c'est un dossier qui est bien baqué, par exemple, avec des flux assurés, soit conventionnellement ou des subventions qui vont être versées par l'État. En ce moment, on sait que c'est des flux qui sont sûrs, donc on y va tranquille. Ou encore par derrière, on a, je veux dire, des sûretés qui sont quand même, qui sont quand même confortables, j'ai envie de dire, pour la banque. Donc voilà des éléments qui font que on n'a pas forcément besoin d'avoir un bilan avant de bénéficier des financements structurés. Voilà, on peut faire des financements structurés sur de nouvelles entités, mais il faut qu'on puisse regarder certains éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple comme le sponsor, comme, je vais dire, la source des flux et la régularité des flux et également les sûretés et qu'on peut mettre, en place aussi. D'accord. Très bien. Il y a un intervenant, Christian Ablé, qui pose la question de savoir quel rôle peut-on attribuer à la BRVM dans le domaine des financements structurés? Est-ce qu'il peut arriver que la BRVM intervienne, soit en début, soit à la fin? Voilà. La question. Je vous ai Oui, perdu un moment. question. OK, la question, il demande comment percevez-vous le rôle de la BRVM comme plateforme de refinancement ou sortie potentielle pour certains porteurs de projets financés initialement
via des financements structurés? Si je peux me permettre, je vais peut-être donner un élément de réponse et puis Fabrice Vas-y, pourra Carl. rajouter. N'est pas très bon. Donc, en général, le marché financier, donc la BRVM, dans le cas de figure de l'Afrique de l'Ouest, est un moyen de financement, est une source de financement alternative à la dette apportée par des institutions financières classiques comme des banques. Et donc, en général, quand on veut sortir d'un projet, on peut le faire à travers ce qu'on appelle un refinancement, donc c'est-à-dire une récapitalisation, et qui peut se faire également à travers un emprunt obligataire sur la BRVM. Ça, en général, c'est ce qu'on appelle le DCM, donc Debt Capital Market, donc qui est relatif à un emprunt obligataire, donc à un instrument de dette sur le marché financier. Deuxième chose qu'on peut voir également, on peut avoir un projet qui existe depuis quelques années, les flux sont bien connus, euh, assez prévisibles, et le promoteur du projet qui a des parts dans le projet, comme on a dit, je pense que Fabrice avait pris l'exemple de 80-20, les 20%. Par exemple, il peut avoir besoin de financer d'autres types de projets et donc il a besoin de dégager de la liquidité pour le faire. Donc, il peut faire, c'est peut-être faire ce qu'on appelle une IPO, donc une introduction en bourse des actions à travers la bourse à travers la BRVM, et donc vendre ses actions au grand public afin que afin que ces actionnaires-là puissent aussi bénéficier des dividendes futurs qui sont versés aux investisseurs. Donc voilà peut-être deux exemples concrets qu'on peut avoir pour ce cas de figure-là qui peut permettre de pouvoir apporter un autre type de financement à travers la bourse. Merci. Très, très bonne réponse. Il nous reste, voilà, normalement, il nous reste 10 petites minutes. Quelle est l'importance de la langue anglaise dans les financements structurés? Est-il nécessaire d'avoir un niveau intermédiaire pour y travailler? Je voulais le mentionner tout à l'heure, mais je ne voulais pas effrayer les gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans un monde qui est, on va dire, dans un monde qui est assez globalisé, mondialisé, l'importance de l'anglais est capitale. Moi, encore une fois, quand je quittais Abidjan, je pense que j'avais des notions plutôt très négative, même en anglais. Donc, je veux dire, j'ai dû me forcer à apprendre à travers des formations en ligne, à faire des cours. Mon anglais n'est toujours pas parfait parce que, en fait, la plupart des présentations des investisseurs, des documents qu'on doit préparer sont en anglais. Et je pense que c'est un élément qui est incontournable aujourd'hui si on veut travailler dans le domaine. Il faut être capable de préparer des présentations, lire des longs documents en anglais, faire des modèles financiers en anglais, suivre même des formations en anglais. Donc, je pense que c'est un élément qui est capital. Patrice pourra le dire, lui qui a travaillé dans une banque qui est bilingue, je pense que même quand on dit bilingue, à prédominance toujours anglophone parce qu'on doit toujours s'adapter. Bon, de manière générale, on doit s'adapter aux anglophones parce que les anglophones disent que le français est très difficile. Donc de manière générale, je dirais qu'il faut être capable bien évidemment de pouvoir travailler en anglais, de pouvoir discuter, de pouvoir présenter. Et c'est très important parce que bon, la plupart des prêteurs internationaux, la langue qui les réunit, c'est l'anglais parce que des fois, on a des institutions financières chinoises, suisses, même sud-africaines qui nous parlent. La langue commune, c'est l'anglais. Donc, même les conventions de crédit, les documents de sûreté se font en anglais. Donc, j'ai pris le cas du financement de centrales sur lequel on est en train de travailler. Toute la documentation en anglais, les échanges sont en anglais. Donc, c'est un élément qui est très important. Voilà. OK, effectivement. Effectivement, je suis d'accord. On ne cherche pas des interprètes, on cherche quelqu'un qui est capable de dire ce qu'il fait en anglais et de communiquer tranquillement, en fait, sans problème. Voilà, c'est pas, on ne cherche pas un expert en anglais, mais on veut que vous soyez capable de vous exprimer clairement, sans problème. OK. Une autre question. La question.
Il dit, après les financements de projets, quels types de financements sont rencontrés le plus souvent dans notre environnement et en quoi sont-ils différents? Bon, je pense on en a parlé. Voilà. C'est pas seulement le financement de projets. Voilà. On peut avoir des financements structurés dans tous les domaines. On parle du financement structuré dans la mesure où c'est un financement qui est adapté aux besoins du client. Donc, on a dit au départ qu'on peut même avoir des financements structurés en ce qui concerne les matières premières. Et voilà, donc ce n'est pas un domaine qui est exclusif au projet. Voilà. Ma question Peut-être avec Patrice, l'expérience, ma question. Patrice, peut-être pour donner un exemple concret, je pense que c'est bon de pouvoir donner un exemple très rapidement, en une seconde. Pour d'autres types de financement, moi j'ai un financement que j'ai eu à faire, c'est par exemple le financement d'une campagne de cajou au Togo. Donc, pour une grosse entité qui avait quand même une grosse production, donc on a le financement structuré qu'on a mis en place, c'était un financement adossé aux ventes à l'international de la production. Donc, on a préfinancé en fait la production et on s'est payé, en fait, on a reçu, les flux de remboursement étaient sur la vente de la livraison de la production, pardon, à travers un contrat qui était déjà préétabli avec ce qu'on appelle un off-taker, donc un acheteur qui est déjà identifié avec une solidité financière. Donc, voilà un exemple typique d'un autre financement de projet qu'on peut avoir pour les actifs. Après, ça peut être aussi des financements d'actifs spécifiques comme des avions. Dans le domaine de l'aviation, on utilise beaucoup les financements de projets pour financer, par exemple, l'achat d'un avion ou autre type. Donc, voilà. Fabrice, je te laisse, Patrice, je te laisse continuer. Merci. C'est clair, hein, ce que tu as dit, c'est clair. Et moi, ce que j'aimerais vraiment ajouter pour faire simple, ma compréhension des financements structurés, c'est tout financement, comme l'a dit Jean-Fabrice au départ, qui sort du domaine ordinaire. D'ordinaire, c'est une banque, un prêteur, pardon, un prêteur, un client, et puis voilà, peut-être un objet à financer. Voilà, un prêteur, un client, un contrat. C'est-à-dire une banque, son client, le contrat. Il n'y a que les deux et leur contrat, en fait. Mais dès lors qu'on sort de ce schéma et qu'il y a d'autres intervenants qui y arrivent, on sort du schéma classique. Tout à l'heure, Carl a parlé du financement de Cajou. Le financement a été structuré autour de trois acteurs. La banque, l'emprunteur et l'acheteur. Ça fait trois acteurs. Dans ce contrat-là, il y a un contrat, normalement, il y a un contrat de cession de créances qui doit être signé entre l'acheteur et on va dire entre l'acheteur, le vendeur et la banque, pour dire que le vendeur cède sa créance là à la banque. Donc, on sort du schéma classique. On rentre dans un schéma qui a été fait sur mesure. Donc, beaucoup de financements que nous faisons sont des financements structurés. Mais comme en général, on se cantonne autour des projets, on pense que tous les financements structurés sont uniquement des projets. Non, on peut avoir des financements ordinaires que nous avons là, mais dans la mesure où il y a plusieurs intervenants qui apparaissent, on passe du classique au complexe. Et c'est ce complexe-là qu'on appelle structuré. Donc, Jean-Fabrice, je ne sais pas si ce que j'ai résumé est bien résumé. Sinon, n'hésite pas à apporter tes corrections en tant qu'expert. Non, 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 pas de corrections. Pas de corrections. C'est plutôt peut-être des ajouts. Pas de corrections. Je pense que, je veux dire, tu as très, 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 très bien résumé. Et il y a un des aspects aussi au niveau des financements structurés qui se différencie aussi des financements, j'ai envie de dire classiques. C'est surtout au niveau même de la structure des prix, la structure de la facturation. C'est-à-dire que vous allez voir au niveau des financements structurés, chaque rôle qu'un acteur va jouer ou voilà, sera rémunéré. Donc, vous allez voir, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de lead arrangeur, il va être rémunéré pour ça. On a parlé aussi d'agent de crédit, agent de sûreté, il va être rémunéré pour ça. Les banques même qui participent, bon, voilà, ils vont être rémunérés parce qu'ils participent.
bon, on te met une enveloppe, donc tu ne viens pas l'utiliser, on va te prendre une commission de non-utilisation. Donc, on va généralement, en termes de structure de prix ou de coût, on va voir que par rapport à un financement classique, le financement structuré peut être quelquefois un peu plus cher que les financements classiques. Mais le financement structuré offre une solution vraiment une réelle solution aux entreprises qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont un seul interlocuteur et qui, ma foi, connaît comment je dis, connaît ses confrères, donc sait leur parler, connaît le langage qu'il faut leur tenir, connaît les covenants, les garanties, enfin tous les éléments qu'il faudra pour pouvoir réunir autour de la table les banques qu'il faut pour pouvoir couvrir le montant. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que souvent les montants sont tellement élevés et que souvent il y a un risque même de ne pas pouvoir réunir tout le montant. Voilà. Et aussi, quand on va avec plusieurs banques, on peut se retrouver avec plusieurs conventions, avec des conditions spécifiques et tout ça. Alors que là, en syndication, vous avez un seul interlocuteur, vous avez, comme on dit ça, une seule convention, généralement un seul taux, et je veux dire, ça simplifie la vie comment on appelle ça, à l'emprunteur. Voilà. Donc, juste pour ajouter à ce que tu as dit, sinon c'était pas fait. C'est très bien noté. Et Jean-Fabrice l'a dit, les financements structurés peuvent être plus coûteux parce que naturellement, ils mobilisent plusieurs acteurs et chacun doit être rémunéré à la hauteur de sa contribution. Voilà, donc on a encore d'autres questions, mais vu le temps avancé que nous avions promis finir voilà, à 19 heures, donc je vous prie de bien vouloir nous excuser de n'avoir pas pu aborder le reste des questions, mais soyez rassurés, les canaux sont ouverts, vous pouvez toujours échanger avec nous, avec moi, et je n'hésiterai pas également à partager vos préoccupations avec les experts pour qu'on puisse avoir des réponses appropriées. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été connectés jusqu'à cette heure. Merci, Carl, d'avoir accepté avec humanisme de nous partager cette largesse que tu as en termes d'expérience dans le domaine des financements structurés. Merci, Jean-Fabrice, pour la qualité de ton intervention parce que, franchement, j'ai beaucoup appris de mon côté concernant le sujet. Je suis ravi et j'espère que les participants ont également été édifiés à travers ton intervention. Merci à tous les participants. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à suivre la page de M3 Finance pour les futurs webinaires consacrés au décryptage de ces notions liées à la finance qui vous permettent naturellement de mieux vous préparer et d'être de meilleurs professionnels. C'était Patrice Dibona-Koné de M3 Finance. Je vous dis au revoir et bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À très bientôt. Merci Patrice. Au revoir.